Bonjour et bienvenue dans ce deuxième webinaire SACEM Plus Apax Designs consacré à Logic Pro 10. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques techniques d'arrangement de la chanson, c'est-à-dire tout simplement de structuration de vos régions à l'intérieur de la chanson avec quelques techniques et outils qui vous donneront, je l'espère, une meilleure productivité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Louis Hennequin, je suis Certified Trainer Apple, mais je suis avant tout un musicien qui a travaillé avec de nombreux artistes français, aussi bien en studio que sur scène, de Johnny Hallyday à Bernard Lavilliers en passant par Barbara et Patrick Bruel. Je me consacre aujourd'hui à l'enseignement de Logic Pro et je suis heureux de faire partager à mes co-sociétaires de la SACEM les techniques que j'ai appris à maîtriser au travers des années de pratique que j'ai pu avoir dans mes différentes activités de musicien. Alors, la première chose que nous allons faire pour commencer, c'est de travailler quelques exercices pour copier efficacement les régions à l'intérieur de Logic Pro. Pour travailler notre petite technique de copie de régions, j'ai préparé ce petit projet très simple avec deux régions. Alors d'abord, les bonnes méthodes, il faut les appliquer tout de suite. Donc cette piste-là sur laquelle je vais travailler, je veux la voir en plus grand, donc CTRL et Z pour la voir en grand avec le zoom automatique. Première technique de copie, quand vous avez envie de quelque chose qui va jouer pendant un certain nombre de mesures, ce sont les boucles. Alors ici, vous voyez que quand je déplace mon pointeur en haut à droite d'une région, j'ai un outil un peu spécifique qui apparaît. Vous voyez que le pointeur se transforme et donc en cliquant avec mon pointeur en haut à droite de ma région, je vais pouvoir dessiner des boucles de la longueur que je veux. Ce sont des copies virtuelles. Et donc, si j'écoute ce que ça donne... Alors, vous avez remarqué qu'en bas, bien que nos régions ne fassent pas à l'origine la même longueur, celle-ci fait une mesure alors que celle-là en fait deux, comme les deux régions étaient sélectionnées, il m'a automatiquement remis tout ça à la bonne longueur, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter de faire deux manipulations différentes. Plutôt sympa. Bien entendu, si j'ai envie de modifier une des deux pistes sans modifier l'autre, il me suffit de désélectionner et d'utiliser mon outil boucle sur la piste sur laquelle je ne veux pas intervenir. Donc ça, c'est très bien, c'est très pratique et ça vous permet effectivement de constituer très rapidement une piste de rythmique. À la limite, vous pourriez même utiliser un raccourci tout simple, le raccourci L comme loop, qui vous permet d'activer la boucle sur toute la longueur de votre projet. Ça peut être très pratique quand vous en êtes au stade de la création d'idées. Donc ici, c'est la longueur de votre projet qui va déterminer jusqu'à quel moment votre boucle va jouer. Pour l'instant, nous allons désactiver la boucle. Il suffit de faire L à nouveau pour revenir exactement à notre état initial. Et là maintenant, nous allons étudier la façon de copier des régions de manière répétitive. Alors, imaginons qu'ici, je veuille copier cette région-là une fois. Eh bien, comme souvent dans le Mac, c'est la touche Alt qui va nous servir à dupliquer. C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout dans le Mac. Si vous voulez dupliquer un document, il suffit de le faire glisser ailleurs avec la touche Alt. Là, c'est la même chose. Quand vous allez cliquer sur votre région, avec la touche Alt enfoncée, vous voyez ce petit plus vert apparaît qui va vous permettre d'emmener votre région un petit peu plus loin. Et attention, relâchez toujours le clic de la souris avant la touche Alt, sinon ça ne marche pas. Donc vous voyez, dès que je clique, j'ai le petit plus vert. Notez bien la différence, si je relâche la touche Alt, le petit plus vert disparaît, ce qui veut dire que je vais simplement déplacer ma région et non pas la copier. Si je veux la copier, j'appuie sur Alt, je clique sur ma région, je garde bien le Alt enfoncé jusqu'à après le relâchement du clic de ma souris. Alors évidemment, c'est super, mais si on veut copier de nombreuses régions de cette façon-là, eh bien, imaginons que cette région-là, je l'ai copiée plusieurs fois, de cette façon-là, et que je veuille copier l'ensemble. C'est comme d'habitude, je fais un rectangle de sélection pour sélectionner tout ce que je veux copier, je fais Alt sur n'importe laquelle des régions et j'emmène l'ensemble à l'endroit où je désire.
Cette méthode-là va très bien pour copier quelques régions, une fois, deux fois. Mais quand il va s'agir de copier beaucoup de régions et de nombreuses fois, il va y avoir une méthode un petit peu plus efficace. Avec toujours mes régions sélectionnées, puisque évidemment dans Logic tout commence toujours par la sélection de quelque chose avant de pouvoir opérer une opération justement sur ce qui est sélectionné, je vais tout simplement aller dans le menu Édition, et là j'ai un petit menu Répéter. Alors ce petit menu Répéter, vous voyez qu'il est doté d'un raccourci clavier commande R. Donc évidemment vous pourriez vous amuser à aller rechercher cet article de menu à chaque fois où vous avez à copier des régions, mais franchement je pense que ça va être quelque chose d'assez fastidieux très rapidement, donc je vais plutôt opter pour le raccourci clavier commande R. Alors avec le raccourci clavier commande R, s'affiche un dialogue dans lequel on va me demander combien de fois je veux la copie. Alors attention, la copie, évidemment, ce sont les copies en plus de l'original. Donc là, puisque je veux par exemple copier 8 fois ce qui est sélectionné, eh bien au total, je le veux 8 fois dans mon arrangement, donc je vais le copier 7 fois, plus une fois original placé déjà dans l'arrangement. Au total, j'aurai bien les 8 fois. Voilà, donc me voilà avec quelque chose qui est maintenant copié beaucoup plus vite qu'avant. Et je vais utiliser un petit raccourci clavier que je ne vous ai pas encore expliqué, qui est la touche Z quand rien n'est sélectionné dans mon arrangement et qui me permet de voir en plein écran la totalité de mon arrangement. Alors ici, il se trouve que j'ai des régions qui sont sélectionnées, donc je vois les régions sélectionnées. Pour être sûr de ne rien avoir de sélectionné, le plus simple, c'est encore de cliquer dans le fond de l'arrangement. Et maintenant, je vais pouvoir faire Z. Et vous voyez qu'ici, j'ai deux pistes avec 50 et quelques mesures qui remplissent mon arrangement. Donc ça, c'est la méthode pour copier des régions de manière assez rapide quand c'est des grands nombres de régions. Maintenant, nous allons voir un petit problème qui peut arriver quand vous copiez des régions. Je suis revenu à une version plus simple de mon projet où j'ai éliminé toutes les copies qu'on a fait juste avant. Et je vais procéder à quelques copies avec cet instrument. Voilà. Sachant que ce que je voudrais, c'est pouvoir copier ces 4 régions-là et qu'elles démarrent à la mesure 9. Alors bien entendu, la méthode manuelle est parfaite pour ça. Mais ça, j'ai fait qu'une seule copie, donc c'est pas extrêmement productif. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je fais mon raccourci commande R et que je lui demande de me copier, par exemple, comme tout à l'heure, 7 fois le passage? Vous allez voir qu'on va avoir un petit problème. Le petit problème, c'est que quand je fais un commande R, il me prend toutes les régions, mais il recommence sa copie collée à la dernière région. Et donc ça, c'est quand même vraiment un souci. Donc, pour pallier à ce problème, je vais vous montrer une petite technique assez simple. Donc pour faire cette copie et préserver le silence de notre 8e mesure, j'ai donc sélectionné toutes mes régions. Je me suis bien assuré que seule l'entête de piste de la piste en question était bien sélectionnée. Et donc là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle les dossiers. Ça se trouve dans le menu fonction. Tout en bas, vous avez un petit menu dossier. Et vous allez aller compacter le dossier, tout simplement. Quand vous compactez le dossier, vous allez avoir une nouvelle sorte de région dans laquelle vous voyez que finalement, un seul dossier va contenir toutes les régions. Alors, si vous voulez en être sûr, il vous suffit de double-cliquer sur ce dossier. Et vous voyez que je me retrouve dans une sous-fenêtre d'arrangement dans laquelle je vois bien mes 4 régions. Donc, pas d'inquiétude, vous n'avez rien perdu. Le petit truc, c'est que pour ressortir de là, soit vous cliquez sur la petite flèche qui remonte vers le haut, soit vous double-cliquez dans le fond de cet arrangement, qui est en fait une sous-fenêtre d'arrangement. Si vous connaissez les poupées russes, c'est exactement le même principe. Donc me voilà à nouveau dans le niveau supérieur de mon arrangement, ce qui veut dire que maintenant, cette piste de dossier, je vais très bien pouvoir la redimensionner à la taille qui m'intéresse, c'est-à-dire 9 mesures. Et maintenant, et ça c'est ça qui est super, je dézoome un petit peu horizontalement avec commande flèche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, je vais pouvoir tout simplement boucler mon dossier complètement. Et vous voyez qu'ici, on voit très nettement que ma 8e mesure de silence, elle est bien préservée. Donc quand vous voulez faire des copies d'un groupe de régions dont
la fin du groupe se termine par un silence, il faut que vous utilisiez un dossier. C'est ça que je voulais vous montrer en dernière technique pour copier des régions de manière un petit peu plus sophistiquée que simplement le Alt glisser. Alors pour terminer nos applications sur les copies de régions, eh bien nous allons combiner deux techniques que nous connaissons. La première technique, c'est évidemment le copier-coller, donc ça assez facile. Si je sélectionne donc ces régions en boucle et que je fais commande C, je copie ces régions-là. Mais maintenant j'ai envie d'aller les coller, par exemple, à la mesure 45. Eh bien je vais utiliser le raccourci clavier qu'on a vu tout au début, c'est-à-dire virgule, qui va me permettre d'aller placer ma tête de lecture à la mesure 45 et tout simplement ici de faire un petit commande V pour coller ma région au bon endroit. Donc une méthode toute simple mais super efficace pour coller des régions en série. Je le refais une petite fois, virgule, par exemple la mesure 89, tête de lecture à la mesure 89 et un petit commande V. Et voilà mes régions à nouveau copiées. Super efficace. Quand votre chanson va commencer à prendre forme, vous allez devoir utiliser les marqueurs. Les marqueurs sont des repères qui vous permettent de naviguer dans votre chanson de façon encore plus efficace que tout ce que nous avons vu aujourd'hui et dans la leçon précédente, mais qui vous permettent bien d'autres choses. On va voir exactement quoi. Nous basculons maintenant sur un autre projet qui va nous permettre d'avancer un petit peu dans notre construction d'arrangement. Jusqu'à présent, on a manipulé des régions de manière très basique. Ici, on a un arrangement un petit peu plus sophistiqué. Alors évidemment, on pourrait continuer à naviguer avec les techniques que nous avons vues précédemment, hein, la sélection avec Shift Spacebar. Évidemment, ça marche toujours. Mais arrivé à un certain stade, vous allez avoir besoin de structurer votre chanson pour naviguer et surtout identifier les parties de votre chanson. Ça, c'est vraiment important. Et donc pour ça, il y a un outil dans Logic qui s'appelle les marqueurs. On parlera des marqueurs d'arrangement un petit peu plus tard, mais là, nous allons parler d'abord des marqueurs classiques. Vous voyez qu'ici, on a un petit drapeau qui nous permet d'afficher ou de masquer la piste de marqueurs, et c'est ça que nous allons faire dans un premier temps. Alors, la piste de marqueurs, c'est assez simple à utiliser, mais il y a plusieurs manières de le faire. Ici, à partir du moment où vous voulez vous simplifier la vie, là, probablement la meilleure des choses à faire, ce sera d'abord de placer votre tête de lecture au bon endroit et ensuite de cliquer sur le petit plus qui est ici. Ça va vous permettre de créer un marqueur numéro 1. Alors ensuite, évidemment, on va se déplacer jusqu'à la prochaine partie de chanson. Et là, évidemment, ne commettez pas l'erreur de vous déplacer avec la tête de lecture. Utilisez un des raccourcis clavier que nous avons vus récemment. Et là, en l'occurrence, celui qui me paraît le plus adapté, c'est d'avancer mesure par mesure, parce que je veux placer un marqueur à cet endroit-là. Voilà. Et à cet endroit-là, je vais à nouveau cliquer sur le petit plus. Et donc, j'ai un deuxième marqueur. Je vais écouter un petit peu à quoi ressemble ma musique. Alors, vous savez que pour revenir au début du morceau, c'est la touche Retour chariot qui nous permet de revenir. Et on va écouter un petit peu ce qui se passe au début. J'appuie sur la barre d'espacement et la lecture va démarrer. Alors, on remarque que j'ai raté un marqueur à la mesure 9 de manière évidente. Il y a une espèce de breakdown et j'ai envie de marquer ce passage-là particulier par un marqueur spécifique. Donc là, pour le moment, j'ai mes deux marqueurs, marqueur 1 et marqueur 2. Bon, je pourrais tout à fait positionner ma tête de lecture à nouveau à la mesure 9 et cliquer sur le petit plus, mais je vais vous montrer une autre technique. Vous vous rappelez que dans Logic, quand vous cliquez sur la touche T de votre clavier, tout simplement quand vous appuyez avec votre petit doigt sur la touche T, vous avez la palette d'outils qui apparaît. Pour les anciens utilisateurs de Logic, cette touche T remplace l'ancienne touche Escape. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va utiliser le crayon. Le crayon est absolument parfait pour créer des marqueurs à la volée. La seule chose, c'est que je vais
d'abord zoomer un petit peu horizontalement pour voir les choses avec un petit peu plus de précision. Et je vais aller cliquer dans ma piste de marqueur avec mon stylo, d'une façon vraiment la plus précise possible. Et là, regardez ce qui va se passer. Mon marqueur numéro 2 va changer de nom tout seul. Je clique ici, hop, mon marqueur 2 s'est inséré à la mesure 9, mais par contre, le marqueur qui s'appelait 2 à la mesure 13 s'appelle maintenant marqueur 3. J'en profite pour vous rappeler que pour rappeler mon pointeur, là actuellement c'est mon stylo que j'ai choisi, j'ai pas besoin d'aller dans le menu et resélectionner le pointeur, il me suffit de faire rapidement 2 fois la lettre T, 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 hop, et vous voyez, mon stylo est maintenant transformé en pointeur. Alors créer des marqueurs c'est bien, les renommer ça va être nécessaire évidemment, puisqu'ici il faut que ce marqueur qui porte pour l'instant un numéro, eh bien, en double-cliquant dessus, ça me donne la possibilité tout simplement de le renommer. Donc par exemple ici, évidemment, ça va s'appeler intro. Le deuxième va s'appeler breakdown. Et le dernier, pour l'instant, va s'appeler par exemple rhythm, puisque c'est le début de la section rythmique. Bien entendu, vous pouvez coloriser ces marqueurs, et je vous le recommande vraiment. Appeler la palette de couleurs, c'est quelque chose qui peut se faire soit par la barre d'outils ici, vous avez une palette de couleurs, vous voyez ici tout à droite, cette palette de couleurs, très pratique, mais franchement, c'est pareil que pour le zoom automatique, je vous incite à mémoriser le raccourci qui est Alt-C comme color, Alt-C. Donc vous faites apparaître ou disparaître la palette de couleurs avec ce raccourci. Donc là, je vais coloriser mes 3 marqueurs, et c'est vrai que ça aura tout de suite une meilleure allure visuellement. Donc ça, c'est très bien. Donc nous avons créé des marqueurs avec le stylo, nous avons créé des marqueurs avec la tête de lecture et le petit bouton plus. On va voir une autre façon de créer des marqueurs. Voilà, ici par exemple, nous avons une intervention de guitare distordue. Eh bien, je peux tout à fait créer un marqueur à partir de cette région de guitare. Et pour ça, il me suffit de me diriger à nouveau vers ici le petit menu des marqueurs. Et ce petit menu des marqueurs, si je vais dedans, je m'aperçois que je peux choisir l'option créer des marqueurs à partir des régions. Donc si je crée des marqueurs à partir des régions, vous l'aurez bien compris, c'est parce que en ayant sélectionné cette région, eh bien je vais créer un marqueur qui va faire exactement non seulement la longueur de la région sélectionnée, mais également sa couleur et son nom. Donc quelque chose de vraiment très 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 intéressant. Alors, des marqueurs font par défaut une durée qui n'a pas vraiment de limite à part le marqueur suivant. Si vous avez besoin de redimensionner un marqueur, par exemple, vous êtes aperçu que la distorted guitare, vous voulez la faire durer un peu plus longtemps, eh bien, un marqueur, ça se redimensionne exactement comme une région, dans un sens ou dans l'autre. Donc, aucun problème, ce sont des outils que vous connaissez dans l'édition de vos régions. Les marqueurs sont indispensables pour un certain nombre de choses que nous allons voir juste après, mais la première chose que vous apportent les marqueurs, c'est un outil de navigation fantastique. Vous allez pouvoir naviguer partie par partie de chanson à partir du moment où vos marqueurs sont bien placés, et on va voir comment. Alors, pour simplifier les choses, ici, j'ai créé une piste de marqueurs dans laquelle j'ai déjà placé tous les marqueurs. Donc là, vous découvrez que dans le petit menu, tout à l'heure, on a créé les marqueurs à partir des régions. Ici, quand je vais dans Jeux de marqueurs, vous voyez que je peux créer des jeux de marqueurs. C'est-à-dire, je peux créer des pistes de marqueurs différentes. Vous pouvez en avoir jusqu'à 9. Je vais revenir sur la piste qui s'appelle sans nom, parce que dans la piste qui s'appelle sans nom, eh bien, justement, j'ai un certain nombre de marqueurs qui ont été insérés. Et je vais zoomer sur l'ensemble de mon projet pour qu'on voit toute la structure de mon morceau. Alors, ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'il y a un raccourci clavier qui a été prévu pour pouvoir naviguer directement de marqueur en marqueur. On verra qu'il fait d'autres choses juste après, mais commençons déjà par ça. Ce raccourci, c'est Alt et vos 2 touches familières, qui sont les 2 touches 2 points et point virgule, qui vous permettent normalement de naviguer mesure par mesure, eh bien, elles vont vous permettre de naviguer marqueur par marqueur, dans un sens de la gauche vers la droite pour le 2 points, et de la droite vers la gauche
avec le point-virgule. Donc ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir directement vous positionner à un endroit. Et écoutez cet endroit. Voilà, donc vraiment absolument nécessaire d'avoir des marqueurs, ne serait-ce que pour ça. Mais on va voir juste après que ça va être extrêmement utile aussi pour structurer notre chanson. Maintenant que nous avons placé nos marqueurs et que nous avons appris à naviguer grâce à eux, nous allons les utiliser pour structurer notre chanson. Donc comment vont être utilisés nos marqueurs pour structurer notre chanson? Tout simplement, ils vont être des repères idéaux pour pouvoir faire des montages globaux de toute notre session. Alors, l'erreur à ne pas faire, ce serait de faire des sélections à l'intérieur de votre arrangement et d'effacer des régions au petit bonheur la chance en essayant de faire rabouter les morceaux en déplaçant les régions. Tout simplement parce qu'il y a de fortes chances que vous fassiez des erreurs ou des oublis, et que deuxièmement, il y a quand même une chose importante, pour les utilisateurs un peu plus avancés de Logic, c'est que ce qui se passe dans vos pistes globales, ici, ne sera pas pris en compte. Notamment, vous perdriez vos marqueurs, mais également les autres choses de votre piste globale, c'est-à-dire les variations de tempo, les changements de mesure, les changements d'altération, si vous en avez. Bon, ça, c'est un peu plus technique, donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de tout ça. Alors, il y a une chose, c'est que dans Logic, vous vous en rappelez sans doute, cette espèce de petite zone grise que vous avez là-haut dans la barre des mesures, c'est ce qu'on appelle les locators. Les locators, ils correspondent à une zone que vous voyez apparaître quand vous êtes en mode personnalisé et qui se trouve ici, 61 à 77. Vous voyez qu'ici, je suis exactement là. Quand vous cliquez dans cette zone grise, elle devient jaune. Et ça veut dire que là, vous avez activé le mode cycle. Donc, cette section qui se trouve entre 61 et 77 va jouer en boucle. C'est une des applications des locators. Mais les locators servent notamment à structurer votre chanson. On va voir comment. Imaginons par exemple que ici, je veuille tout simplement enlever le pré-verse qu'il y a ici. Cette petite section ici. Je vais me servir de ma navigation par locator, que l'on a vu tout à l'heure, et vous allez voir que quand j'appuie sur la touche Alt et point virgule, je reviens en arrière d'abord au début de mon marqueur, et si je le fais une deuxième fois, je reviens au début de ce fameux marqueur pré-verse. Mais vous remarquez qu'ici, les locators ont aussi bougé en même temps que je déplace mes marqueurs, et ça c'est vraiment important, ce raccourci clavier, il vous permet non seulement de placer votre tête de lecture au début d'un marqueur, mais de placer les locators sur ce marqueur. Et ça c'est absolument crucial, parce que c'est ça qu'on va utiliser pour faire les coupures globales sur toutes nos pistes d'un coup et en étant sûr de rien oublier, ni dans les pistes globales, ni dans l'arrangement. Alors, la première chose, donc, quand vous allez vouloir découper, comme si vous découpiez dans la bande 24 à l'ancienne, c'est ça, c'est de placer vos locators. Là, je les ai placés en naviguant avec mes marqueurs, mais si j'ai envie de placer mes locators à la main, il me suffit de cliquer ici et de dessiner ma zone. Alors, il se trouve qu'ici, ma zone, elle n'est pas très bien dessinée, elle est un petit peu trop grande, et en plus, le fait de cliquer dedans, ça me l'a activé en jaune, ça veut dire que ça m'a mis en mode cycle. C'est pas grave qu'il y soit et qu'il y soit pas, ça n'a pas d'importance pour ce que l'on va faire. Donc, imaginons qu'ici, je veux raccourcir mon couplet 2 et le couper en deux. Eh bien, voilà, là, la première étape, ce sera d'avoir placé mes locators ici. Et ensuite, je vais aller au niveau de mon menu édition, ici, et là, vous avez 4 articles absolument indispensables et magiques qui se trouvent dans ce menu couper et insérer du temps. Alors, couper et insérer du temps. Là, par exemple, nous avons le premier choix qui est couper la section entre les locators. Vous voyez pourquoi les locators sont aussi importants? Parce que là, c'est pas la peine de sélectionner quelque chose dans votre zone de piste et dans vos régions, c'est dans les locators qu'il faut sélectionner, et nulle part ailleurs. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, on va regarder ce qui se passe quand je vais effectuer l'opération, évidemment. Donc je reviens en arrière au niveau de mon zoom. Ma zone jaune est bien activée. Je clique sur l'article et regardez ce qui se passe dans la zone de piste. Toc. Tout a été décalé vers la gauche, c'est-à-dire que le petit morceau qui avait été enlevé, eh bien, il a été remplacé non pas par du silence, mais par
les régions qui étaient à droite et qui ont été collées au bon endroit. Donc je vais faire un undo pour qu'on revienne dans l'état avant. Hop, j'étais comme ça. Donc j'ai bien ma zone jaune qui m'indique qu'est-ce qui va être coupé dans ma, entre guillemets, bande 24. Et donc si je refais l'opération, voilà le résultat. Donc là, vous êtes sûr de rien oublier, c'est vraiment ça la méthode qu'il faut utiliser. Alors, je vais revenir à nouveau en arrière et on va refaire une autre sélection. Imaginons que je veuille, à un moment donné, créer deux mesures de compte qui n'y sont pas. Eh bien, je vais aller mettre un petit cycle. Alors là, je suis sur 4 mesures, c'est trop long, donc la bulle d'aide m'est bien utile pour savoir que là, maintenant, je suis sur 2 mesures. Et puis là, eh bien, je vais aller dans le menu édition à nouveau. Donc, couper, insérer du temps. Et là, tout simplement, je vais faire insérer un silence à l'emplacement des locators. Et là, toute ma chanson a reculé de 2 temps, marqueur compris. Et c'est ça le truc important, vraiment. Alors, imaginons maintenant qu'à un moment donné, j'ai envie, finalement, d'avoir la moitié de mon breakdown, ici, à un autre endroit dans la chanson. Je vais commencer comme d'habitude par sélectionner les locators. Et donc là, j'ai un petit article qui est fait, donc pour ça qu'on a déjà vu tout à l'heure, couper la section entre les locators. Couper, c'est pas anodin comme formulation. Ça n'est pas copier. Copier, c'est simplement copier. Là, on va couper, ça veut dire qu'on va enlever le morceau, mais il va être dans notre tampon, dans notre mémoire tampon, de façon à pouvoir le réinsérer ailleurs juste après. Donc couper la section entre les locators. Voilà. Pouf, mon breakdown a été divisé par 2. Et si j'ai envie d'insérer mon breakdown à un certain endroit, par exemple à la mesure 40, eh ben je vais me déplacer à la mesure 40. Voilà, par exemple ici. C'est 39, excusez-moi. Et donc du coup, maintenant je vais pouvoir insérer ici mon breakdown. Pour insérer mon breakdown, ben, je vais retourner toujours au même endroit dans le menu édition. Et je vais faire insérer une section à la tête de lecture. Alors ça c'est vraiment un petit peu le piège. C'est que pour pouvoir insérer une section à la tête de lecture, eh bien, il faut d'abord que je l'ai prélevée ailleurs. C'est ce que je viens de faire. J'ai coupé. C'est ça que ça veut dire. C'est quand je coupe, j'enlève et je prélève. Donc maintenant, je vais pouvoir insérer une section à la tête de lecture. Et là, vous voyez que mon breakdown, maintenant, se retrouve à l'endroit de ma tête de lecture. Donc, vraiment quelque chose de très très puissant et avec lequel vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est quand même ça l'intérêt. Alors, on va juste voir une dernière application. Donc, cette fois-ci, maintenant, je vais naviguer avec ma navigation par marqueur. Donc, ça me permet de faire une petite révision. Donc, c'est Alt et les 2 points, puisque je vais aller vers la droite. Et là, j'ai envie que mon chorus numéro 3, eh bien, je le répète. Eh bien, pour aller répéter mon chorus numéro 3, je vais aller dans mon menu pour la dernière fois, ce qui va nous permettre de voir quels sont les différents raccourcis, de façon à les mémoriser, parce que ça, c'est quelque chose qui va vous être vraiment utile. Alors, on a vu que couper la section entre les locators, donc ce qui veut dire comme un petit peu le couper dans le Mac, c'est commande X. Ben là, vous voyez que c'est CTRL commande X. Vous allez couper la section entre les locators. Hein. Donc pensez bien toujours à faire effectivement ce positionnement de vos locators avant de vous lancer, sinon ça ne donnera pas les résultats escomptés. Insérer une section à la tête de lecture, c'est la section que vous venez de prélever avec la commande d'avant. Donc là, coller, tout simplement. Bah, coller dans le Mac, c'est commande V. Là, c'est CTRL commande V. Donc vous voyez que c'est assez facile. Pour le silence, c'est CTRL commande Z. Alors pensez que le Z, c'est comme 0 et que vous allez insérer du rien. Donc c'est du silence. C'est peut-être un petit moyen mnémotechnique. Et la dernière chose qui nous intéresse ici, c'est répéter la section entre les locators. Donc vous vous rappelez que tout à l'heure, on a vu que répéter les régions, c'était commande R. Eh bien là, on est sur CTRL commande R. Je ne vais pas faire par le menu, au contraire, je vais faire le raccourci clavier. Donc le raccourci clavier, ça va être donc commande CTRL et R. Et donc là, je vais me créer un ad-lib, je vais jouer mon chorus 3 une deuxième fois. Voilà, c'est fait. Et si j'ai envie de le faire 4, 5 ou 6 fois, pour faire vraiment un ad-lib, vous voyez qu'il n'y a pas de problème.
Sauf que là, je suis arrivé à la fin de mon projet, donc j'ai une petite manipulation à faire pour que vous voyez que, effectivement, j'ai copié 3 fois mon chorus en plus de l'original avec un simple raccourci clavier et en étant sûr de rien oublier du tout. Donc ça, c'est absolument crucial de maîtriser ça. Donc je récapitule. Pour toutes ces opérations, vous devez faire une sélection dans les locators. Moi, je vous conseille vraiment de les faire, ces sélections, grâce à vos marqueurs. Donc il faut les avoir créés évidemment. Et en utilisant cette fonction géniale qui vous permet de naviguer de marqueur en marqueur en plaçant les locators sur la longueur du marqueur. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, vous allez dans votre menu Édition, dans Couper, insérer du temps, et je l'espère, vous allez rapidement eh bien, retenir ces quelques raccourcis clavier. Voilà, ce sont quelques techniques qui vont vous permettre, je l'espère, de mieux structurer vos chansons avec plus de facilité et surtout en n'ayant pas de sueur froide au moment où vous allez changer la structure de votre chanson. Et donc maintenant, je vais passer à la session de questions-réponses. Vous avez posé toutes vos questions pendant la présentation et maintenant, vous pouvez évidemment continuer d'en poser. Je vais commencer par reprendre les questions qui sont arrivées en cours de présentation. Alors, bonjour à tous. D'abord, je vais répondre à cette première question qui, en fait, concerne une manipulation que j'ai montrée au début et dans laquelle j'ai fait une copie sous forme de boucle et ensuite j'ai fait une copie réelle. Alors donc, pour ceux qui étaient là au début, d'abord je vais me lancer dans le partage d'écran, hein, pour commencer. Le partage d'écran dans lequel je vais passer sur Logic, donc il va y avoir juste cette petite manipulation. Voilà, me voilà dans Logic maintenant. Tout simplement, quand je fais une copie réelle, c'est-à-dire la deuxième manipulation que j'ai montrée tout à l'heure, donc je fais Alt, je clique et je fais glisser ma région. Je crée donc deux régions indépendantes. Alors attendez, ça c'est un mauvais exemple. Je vais prendre une autre région. Voilà, ici, je clique, je fais glisser ma région et ensuite je la déplace. J'ai simplement deux régions qui sont complètement indépendantes. Je peux les redimensionner, je peux les bouger indépendamment les unes des autres. Alors que quand je crée une boucle, c'est vraiment des copies virtuelles, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et donc c'est simplement pour m'éviter d'avoir des copies réelles. Parfois ça me suffit très bien, puisqu'il suffit parfois de prolonger, par exemple une boucle de batterie, on a envie de la prolonger un certain nombre de mesures, et plutôt que de faire des copies réelles, ben, je peux faire tout à fait des boucles, avec l'inconvénient que, effectivement, si j'ai envie, par exemple, de faire deux temps de silence à cet endroit-là, l'endroit où j'ai mon pointeur, ben, ça va être un petit peu compliqué à réaliser, puisque une boucle ne permet pas de le faire. Alors, on a la possibilité de transformer des boucles en copie réelle, avec un raccourci clavier qui est CTRL et L. Vous voyez qu'ici, j'ai transformé mes trois régions, et donc à partir de ce moment-là, elles deviennent indépendantes, et je peux créer du silence entre ces différentes régions nouvellement créées. Alors je vais repasser aux questions. Voilà, donc j'avais une autre question également, où on me demandait d'expliquer comment est-ce que je pouvais mettre une musique dans le rythme. Alors, une musique dans le rythme, je suppose qu'il s'agit de savoir comment est-ce qu'on va calculer le tempo de quelque chose. Alors, ça, c'est une chose à laquelle les Apple Loops répondent tout à fait bien. Hein, c'est vrai que les Apple Loops sont faites pour ça. Les Apple Loops, vous avez une grosse librairie d'Apple Loops. Donc, les Apple Loops, ce sont ces petits fichiers auxquels vous accédez. Je vais réduire un petit peu ma fenêtre pour que vous voyez. Vous accédez aux Apple Loops via ce petit bouton en haut à droite. Et donc ici, vous avez des sons qui sont directement dans le tempo de votre projet. Hein. Vous voyez qu'ici, j'ai un tempo de 140 qui est affiché. Et là, effectivement, le tempo de 140
eh bien, je vais entendre cette boucle dans le tempo de mon morceau, c'est-à-dire 127, hein, c'est indiqué ici, et non pas 140. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, si vous avez envie de mettre un fichier au tempo, effectivement, la solution, ce sera de créer une Apple Loop. Hein, donc là, effectivement, vous pourriez tout simplement emmener quelque chose que vous avez précisément découpé. Hein, par exemple, ici, cette guitare distordue, eh bien, je vais par exemple la découper, hein, de prélever par exemple, on va dire, un certain nombre de mesures. Hein, donc là, par exemple, de 53 à 57, ça fait 4 mesures. Si je prends cet élément-là et que je le fais tout simplement glisser dans mon navigateur de boucle de cette façon-là, je vais avoir la possibilité de créer une Apple Loop. Hein, une Apple Loop qui va mémoriser les informations de tempo de mon projet original, c'est-à-dire par exemple ici 127, et puis que je vais pouvoir ensuite réutiliser dans n'importe quel autre projet. Elle va avoir le tempo du projet nouvellement créé. Alors ici, quand vous créez une Apple Loop, vous avez lui donné un nom. Hein, par exemple, je vais l'appeler Distorted Guitar Loop. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, vous allez choisir la tonalité, quel genre musical c'est. Donc là, effectivement, c'est plutôt du rock. Donc tout ça, ce sont des mots-clés que vous mettez sur vos Apple Loops de façon à réduire le choix quand vous allez choisir des Apple Loops. Hein, vous avez une énorme librairie. Vous voyez en bas à droite de l'écran que ma librairie Apple Loop, qui est la librairie standard de Logic Pro 10, eh bien, elle contient 21 850 boucles. Donc évidemment, il ne s'agit pas de trouver la boucle idéale, mais de restreindre le choix eh bien, pour trouver cette boucle pour un petit peu plus tard. Donc là, par exemple, c'est de la guitare électrique. Hein, et donc, c'est un instrument qui est tout seul, c'est pas un groupe. C'est plutôt déformé, c'est plutôt électrique, c'est plutôt intense, c'est plutôt sombre, c'est traité, c'est du groove, c'est ni mélodique ni dissonant, et c'est plutôt une partie que remplir. Voilà, donc à ce moment-là, quand je vais faire cette petite opération, ma base de données d'Apple Loop va se mettre à jour, et donc si je tape le mot distorted, alors je vois que j'ai beaucoup de choses distorted, mais j'ai une solution plus simple, c'est d'aller dans le menu qui se trouve ici et regarder dans mes boucles. Ça, c'est les boucles que j'ai créées moi, et vous voyez qu'ici, j'ai bien une guitare distorted loop qui fait 16 temps, pardon, c'est-à-dire 4 mesures, et qui a un tempo de 127. Bien, cette Apple Loop, quand je l'emmènerai dans n'importe quel projet, elle jouera non pas à son tempo d'origine, mais au tempo du projet. Alors, je vais prendre une autre question. Alors, j'ai d'autres questions qui sont arrivées tout à l'heure, et notamment, on me pose la question justement à propos des Apple Loops. Alors, les Apple Loops, on me demande si on peut les utiliser sans avoir de problème de droit, justement. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Les Apple Loops, bien sûr, sont absolument libres de droit. Vous avez tout à fait euh, le droit de les utiliser dans des productions qui sortiront dans le commerce. Elles sont faites pour ça, donc aucun problème. Hein, ça, c'est vrai que il n'y a aucun souci. Faites attention par contre quand vous utilisez des sons qui viennent par exemple d'autres librairies telles que GarageBand ou telles que iLife, hein, c'est-à-dire si vous utilisez iMovie, il y a des effets spéciaux dans iMovie, la licence d'utilisation est différente et je vous conseille de bien lire ça parce que ça peut être différent de Logic. Dans Logic par contre il n'y a aucun doute, tout ce que vous avez dans votre librairie d'Apple Loops peut être utilisé sans aucun problème. Alors, euh, on me pose une petite question par rapport à, enfin c'est pas une question, c'est vraiment un avis sur la mise en page qui est évidemment différente du neuf. Il y a beaucoup trop de gris. Alors on peut changer partiellement la mise en page, c'est assez limité quand même ce qu'on peut faire. Euh, alors je trouve qu'effectivement dans Logic Pro 9 il y avait déjà beaucoup de gris, hein, à mon avis. Je pense que là-dessus on avait, euh, on avait quand même déjà pas mal de gris. Alors la possibilité que vous avez, c'est au niveau des préférences, dans affichage. Vous avez la possibilité au niveau des éditeurs de modifier euh, l'arrière-plan lumineux dans tout ce qui est
le piano roll, hein, c'est-à-dire cette fenêtre-là. Moi, j'aime bien avoir effectivement sur mon éditeur au niveau du piano roll le fond clair. Donc on peut récupérer ce fond clair. Vous voyez, il est ici. Et c'est vrai que c'est la seule possibilité que vous ayez de personnaliser l'interface de Logic Pro 10. Après, pour les geeks, les bidouilleurs, vous avez des skins qui existent sur Internet. Donc ça, c'est pas le sujet de ce webinaire, mais je vais malgré tout, je voulais vraiment le signaler quand même. Il y a des skins qui vous permettent de complètement changer l'aspect de Logic. Mais bon, c'est quand même à utiliser avec modération. Alors, quand on a un morceau, ensuite, qui a des variations de tempo, ça c'est une question. Euh, Écart, tempo, pas tout à fait dans le temps, etc., etc. Les loops fonctionnent-elles aussi? Alors, oui, les loops fonctionnent aussi, mais là, vous allez tomber dans quelque chose qui va être vraiment important au départ, c'est-à-dire de faire coïncider les barres de mesure de Logic avec vos variations de tempo. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait quand je parle de ça. Pour ça, je vais revenir dans Logic. Donc, dans Logic, on a cette possibilité au niveau de nos pistes globales. Vous savez que les pistes globales, vous allez pouvoir afficher différents éléments. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est afficher la table des temps. Alors, la table des temps, c'est cette petite chose-là. Et cette petite chose-là va nous permettre, par exemple, si je sélectionne, alors ici, je vais prendre une région MIDI pour qu'on se rende bien compte. Alors, j'ai beaucoup de régions MIDI à l'intérieur des régions, donc je vais essayer d'en prendre une qui soit très simple. Voilà, et on va zoomer dessus. Donc le zoom, je vous rappelle que c'est CTRL-ALT pour dessiner un rectangle de sélection. Je vais vous donner à la fin de ce webinaire un petit PDF dans lequel vous aurez un résumé des raccourcis clavier vraiment essentiels qu'il faut utiliser, un petit PDF que vous pourrez télécharger, donc vous inquiétez pas. Donc ici, quand je suis dans ma table des battements, vous voyez ici, eh bien, je vais pouvoir aller choisir de connecter une barre de mesure avec n'importe laquelle des notes de ce qui a été joué en MIDI. Donc ce qui va me permettre de finalement faire coïncider les barres de mesure avec des choses qui ont été jouées sans clic. Alors attention parce qu'il y a un petit élément qu'il faut impérativement faire. Alors je sais que c'est un petit peu technique et je réponds à la question. S'il y a d'autres questions, vous pourrez me les poser peut-être par écrit et j'essaierai de toute façon d'y répondre. Vous aurez aussi la possibilité dans le formulaire d'évaluation à la fin du webinaire de suggérer des thèmes sur lesquels vous voudriez que par la suite on puisse intervenir. Alors la première chose à faire, c'est de verrouiller la région MIDI, tout simplement parce qu'une région MIDI, quand vous allez modifier le tempo, eh ben, les notes, elles vont rester aux mêmes endroits par défaut à l'intérieur d'une mesure. Donc vous allez faire un petit clic droit ou un contrôle-clic pour ceux qui n'ont pas le clic droit sur leur souris, et vous allez simplement faire un verrouillage SMPTE. Donc, ce qui veut dire que là, vos notes MIDI vont être verrouillées temporellement, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus bouger. Donc, vous n'altérerez pas ce qui a été joué. Par exemple, un piano qui a été joué sans clic, vous allez pouvoir complètement modifier le tempo sans faire bouger, sans faire du tout bouger les notes musicalement. Donc là, vous voyez, je prends une barre de mesure et je vais aller la connecter avec une note. C'est la façon de recalculer le tempo. Et vous voyez qu'ici, le tempo a été recalculé à 101 BPM, tout simplement parce que j'ai fait ce changement. Alors là, bon, évidemment, c'est une région MIDI, donc c'est assez facile. Dans le cas où ce serait une région audio, eh bien tout simplement, je vais aller chercher une région audio dans mon arrangement. Hein, donc ici, par exemple, cette région lead vocals. Une région lead vocals, je vais simplement devoir rajouter des transitoires, mais d'abord faire une analyse des éléments transitoires, à la base de laquelle, vous voyez que le jig va me positionner ces petites lignes horizontales qui représentent finalement eh bien, les transitoires de ma partie vocale, par exemple ici, et si la partie vocale a été chantée avec un tempo complètement libre, j'aurai tout à fait la possibilité ici de dire
cette note-là, ici, elle devrait être sur cette barre de mesure-là. Et donc de cliquer sur ma barre de mesure, garder le clic enfoncé et aller connecter la note qui devrait être sur ce deuxième temps de la mesure 62 avec la barre de mesure en question. Et là, vous voyez qu'ici, ça me recalcule le tempo qui maintenant est passé à 126, alors qu'à l'origine, il était un petit peu différent. Voilà, donc ça, c'est la méthode des tables de tempo, hein, la table, le bitmapping en anglais, ça s'appelle. Et donc, c'est la façon de faire coïncider quelque chose qui a été joué sans clic avec finalement la règle des mesures. Et donc, pour répondre à la question, pour finir de répondre à la question, dans ce cas-là, eh bien oui, les Apple Loops vont fonctionner puisqu'elles vont suivre les barres de mesure et donc elles vont suivre les variations de tempo. Alors ensuite, on me pose une question de comment transformer une Apple Loop MIDI en audio. Alors ça, c'est super simple, c'est ce qu'on appelle le bounce in place. Donc le bounce in place se fait d'une manière super simple. Imaginons que, alors je vais retourner un petit peu dans à nouveau mon arrangement tel qu'il était à l'origine. Et ici, là, vous voyez, j'ai ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce de boucle. Alors là, ici, cette boucle-là, bah, je vais pouvoir faire un bounce in place, c'est-à-dire que là, bien que ce soit une boucle, bah, je vais pouvoir la transformer en fichier audio. Et ça, tout simplement, ça se fait en allant avec un petit clic droit ici, dans le menu bouncer et joindre, et je vais faire bounce in place. À partir de là, je vais avoir un menu qui va s'afficher, et qui va me demander, bon, éventuellement de renommer le fichier résultant. Moi, je préfère garder le nom du fichier original avec le suffixe BIP qui veut dire bounce in place. Donc, les choix qui me sont offerts après, c'est tout simplement de rendre la piste originale muette. Évidemment, j'ai pas envie d'avoir l'instrument virtuel qui continue à jouer en plus de mon fichier audio. Ensuite, éventuellement, les multisorties des instruments, ça, si vous avez une boîte à rythme ou un contact qui sort en multisortie, c'est important de pouvoir non pas avoir une piste stéréo qui regroupe tout ce que vous étiez échiné à séparer, mais de garder des fichiers stéréo séparés. Donc, finalement, un fichier audio par sortie, par tranche de console. Et puis donc, diverses options que je ne vais pas totalement détailler maintenant, mais qui vous permettent soit de désactiver les plugins d'insertion si vous en aviez, et éventuellement d'inclure les mouvements d'automation que vous auriez pu avoir. Donc là, si je fais OK, voilà, je vais avoir un petit calcul qui est fait, et là, vous voyez, je me retrouve tout de suite avec le fichier audio à la place de ma région MIDI. Hein. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Donc très simple, c'est le menu Bounce in Place. Alors, est-ce que on me pose également une autre question, n'y aura-t-il pas de problème avec les updates de Logic si on change carrément le thème de Logic et ses images? Oui, bien sûr, je pense que c'est possible que ça cause des problèmes, hein, parce que ça c'est vraiment de la bidouille, hein, donc c'est vrai qu'avoir une console de Logic qui ressemble à une API ou à une SSL, c'est super sympa. En termes de fonctionnalité, je suis pas convaincu que ça soit quelque chose de réellement très très utile. Mais bon, par contre, effectivement, c'est réservé. Personnellement, moi, je le fais pas. Hein. Alors, j'ai une question que je comprends pas très bien. Je suppose qu'elle est en relation avec la question suivante. Est-ce que ça ne décale pas les autres pistes? Je suppose que c'était par rapport à la question sur le bitmapping. Hein. Bon, alors non, puisque en fait, vous savez que tout ce que vous faites dans les pistes globales influe sur tout ce qu'il y a dans votre projet. Alors attention, par contre, hein, c'est vrai que si vous faites ce genre de choses-là, c'est pas à la fin d'un projet qu'il faut le faire quand vous avez des régions audio un petit peu partout. Ou alors, il va falloir éventuellement verrouiller toutes vos régions avant de faire la manipulation. Non, en fait, la manipulation que j'ai montrée tout à l'heure, elle est à faire en tout début de projet. Vous avez un instrument soliste qui a joué sans clic, vous voulez créer une piste qui suive le tempo de cet instrument-là, de façon à ce que les musiciens qui vont jouer par-dessus puissent avoir un clic, que les Apple Loops que vous allez synchroniser par-dessus puissent se synchroniser naturellement, et que vous-même, si vous faites à nouveau de la programmation par-dessus, les barres de mesure tombent vraiment à l'endroit où les barres de mesure étaient pour la personne qui a joué, puisque elle connaissait son tempo. Donc c'est simplement
une opération que vous devez faire en début de projet, de façon à assurer la synchronisation de tout ce que vous allez rajouter par la suite au niveau du projet. Et donc, pour répondre à une autre question qui est dans le même domaine, on me dit c'est comme une quantisation. Eh bien non, justement. La quantisation, elle va forcer les notes à se remettre sur les barres de mesure, donc ça va changer la façon dont la performance est restituée. Hein. On va modifier, on va remettre en place, alors que là, on va justement garder les choses telles qu'elles étaient et on va finalement obliger les barres de mesure à tomber sur ce que la personne avait joué. Alors, donc là, il y a quelqu'un qui me pose une question à propos des key switch. J'aurais aimé savoir comment on gère les key switch. Là, on est très très loin de l'arrangement dans une chanson sur Logic Pro 10, puisque je suppose, Didier, que la question concerne le XS24. Hein. Il faut que vous me confirmiez ça dans la petite truc de question, parce que c'est vraiment intéressant pour moi de savoir ça. Alors, j'ai deux questions en une maintenant. Alors, deux questions. Une question qui est l'édition de partition est-elle intégrée et possible avec Logic? Alors ça, c'est la première partie de la question. Et puis, l'autre partie, est-il possible de normaliser un morceau? À quoi ça sert? Donc, c'est deux choses tout à fait différentes. Hein. Alors, l'édition de partition est-elle intégrée avec Logic? Oui, bien sûr, tout à fait. Hein, je vais revenir dans Logic à nouveau. Alors, pour avoir des partitions, évidemment, il faut avoir obligatoirement des régions MIDI. Hein. Donc ça, c'est vraiment le truc important. Alors, là, j'ai par exemple un synthé. Ce synthé-là, si je l'ouvre avec la lettre N dans l'éditeur de partition, alors vous allez voir que ici, directement, mon synthé, il est converti en partition. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que quand on fait une partition, il y a un petit travail de préparation quand même. Ici, vous voyez que j'ai des régions séparées. En plus, en fait, ce sont des stinct, comment on appelle ça, un stack, hein, c'est-à-dire une stack track. Donc, j'ai plein d'instruments groupés à l'intérieur d'un seul. Donc, je vais essayer de montrer les choses de manière peut-être plus simple. Voilà, vous voyez qu'ici, mes deux régions qui sont ici en boucle, ben, je vois qu'elles sont directement retranscrites en partition. Alors, si vous vouliez très rapidement faire une partition qui reprenne tous ces éléments, ben, il faudrait sélectionner tous les éléments, il faudrait les fusionner. Pour fusionner des régions sélectionnées, vous tapez la lettre J sur votre clavier comme joindre. Voilà, et là, vous voyez que tout de suite, j'ai une partition qui s'est constituée et donc que je pourrais éventuellement visualiser sous la forme euh, voilà, d'un score. Donc là, je suis un petit peu trop grand pour qu'on se rende compte. Voilà, donc là, il y aura un petit peu de travail de préparation quand même, hein, puisque bon, là, il y a beaucoup de silence, tout simplement, parce que je suis à l'intérieur d'un stack. Hein, donc, c'est un petit cas particulier, mais oui, bien sûr, l'intégration est totale. Et alors, bon, je vais même vous montrer tout simplement que si vous vouliez imprimer ici cette partition et l'envoyer en PDF, vous pourriez directement l'envoyer par mail. Hein. Donc là, évidemment, il ne va pas y avoir une présentation extraordinaire, mais voilà, vous voyez que la partition, elle est prête à envoyer par mail directement. Hein. Donc quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, donc je vais revenir aux questions. Et l'autre question était par rapport à la normalisation. Qu'est-ce que c'est? Alors, la normalisation, c'est un processus qui va permettre de mettre le point le plus fort de votre morceau à 0 dB, c'est-à-dire quel est le niveau maximum de ce que vous pouvez produire en numérique sans avoir de la distorsion. Alors, c'est une méthode qui est une fausse bonne solution, pour répondre rapidement, puisque tout simplement, tout dépend de quel est votre niveau le plus fort. Il peut arriver parfois que vous ayez un pic très très bref qui aille à 0 dB, ce qui fait que la normalisation n'aura aucun effet sur l'ensemble de votre morceau. Pour avoir l'augmentation du niveau de votre morceau, si la normalisation ne donne rien, c'est un travail de mixage, de compression
et un travail assez long que j'expliquerai dans de futurs webinaires, hein. Mais pour l'instant, je pense que la normalisation, ça peut dépanner parfois, mais ça n'est dans aucun cas une véritable bonne solution. Alors, on me pose une question également, comment changer une équalisation sur une seule partie d'un échantillon audio comme dans Pro Tools? Alors, dans Pro Tools, vous avez quelque chose qui s'appelle les plugins Audio Suite, hein. Donc là, je ne veux pas être trop technique, mais effectivement, ce que c'est, ce sont des plugins que vous appliquez localement. C'est-à-dire, vous allez prendre une région, et cette région, bah, vous allez demander d'appliquer un plugin. Bah, la même chose se fait au niveau de Logic avec le Bounce in Place. Donc, si vous êtes ici et que vous dites, je vais appliquer par exemple une équalisation spécifique à cet endroit-là, bon, bah, je vais déjà commencer par enlever éventuellement les choses qui existent. Je vais rajouter ici un équaliseur. Voilà, donc cet équaliseur-là, bah, ça c'est comme dans Pro Tools, hein, il va falloir que je le règle. Donc on va dire que je vais faire une équalisation type voix de téléphone, hein, donc sans aigu et sans grave, donc quelque chose de un petit peu comme ça, voilà, quelque chose de très, très pointu, voilà. Donc, et ici, je vais faire un bounce in place, exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, clic droit sur la région, bounce in place. Vous remarquez que le bounce in place, j'en ai fait un tout à l'heure. Donc, le menu contextuel se rappelle de mes dernières opérations et fait remonter les dernières opérations en tête de liste, hein. Normalement, le bounce in place, il est dans le menu bounce ici. Et vous voyez que bon, bah, il faut le trouver. Maintenant, il est directement là. Donc là, je fais mon bounce in place. Et donc, je vais activer mon bounce in place. Donc forcément, bah, vous voyez que ma forme d'onde, elle a beaucoup changé, hein, puisque j'ai complètement changé la bande passante. Et donc voilà, là j'ai appliqué une équalisation de manière locale. L'équalisation n'est appliquée qu'à cette région-là. J'espère que ça répond donc à la question. Alors, j'ai une autre question qui est comment laisser la tête de lecture en place au début d'une section de Locator? Alors, donc la tête de lecture en place au début d'une section de Locator. Bah, tout simplement, il y a plusieurs. Je comprends pas vraiment bien la question, mais enfin, j'imagine que que je vais trouver la réponse. Donc, si je suis au début d'une section de Locator, par exemple un marqueur, hein, si je parle d'un marqueur, tout simplement, il me suffit de faire Alt-clic sur le marqueur et la tête de lecture, vous voyez, c'est positionné au début de ce marqueur. Donc ça, c'est effectivement une façon de faire. Bon, à partir du moment où vous allez lancer la lecture, évidemment, la tête de lecture va se déplacer, hein, par définition. Donc c'est dans ce sens-là que je comprenais pas forcément extrêmement bien la question. Alors par contre, si on fait basé sur les locators, bah, sachez que les locators, de toute façon, ont toujours la main. Donc ça veut dire que votre tête de lecture, dès que vous allez lancer la lecture, elle va toujours repartir du début de votre cycle, par exemple ici. Hein, par contre, si vous voulez avoir la tête de lecture qui vient au début des locators, vous avez des options qui sont cachées à l'intérieur de ce petit bouton. Donc si vous faites un clic droit sur ce bouton-là, vous voyez, vous avez la possibilité d'arrêter la lecture et euh, d'aller au locator gauche quand vous appuyez sur le bouton stop. Donc ça pourrait être une possibilité qui réponde à votre question. Donc vous voyez, maintenant, si je refais mon clic droit, l'option qui a été sélectionnée, c'est ça. Ce qui veut dire que même avec ça désélectionné, ma tête de lecture est là, mon locator est ici. Si j'appuie sur ce bouton, ça va m'amener ma tête de lecture. Ah ben, en l'occurrence, ça m'a amené ma tête de lecture au début de la lecture, au début de la session. Donc, je suis pas sûr. Voilà, ici, voilà, si c'est ça, ça m'emmène ma tête de lecture au début de mon locator. Vous voyez, bon, voilà, ça c'est une réponse. Alors après, pour répondre à ce genre de questions, il y a pas mal de possibilités au niveau des raccourcis clavier.
hein. Et donc si vous allez dans vos raccourcis clavier et que vous allez dans modifier, eh bien si vous tapez tête de lecture, vous allez trouver tous les raccourcis clavier qui correspondent à la tête de lecture. Évidemment, il y a un accent circonflexe sur tête de lecture, donc il faut bien le mettre. Et là, vous voyez que vous allez avoir, par exemple, placer le locator du punch d'entrée sur la tête de lecture, placer le locator gauche sur la tête de lecture. Il y a pas mal de raccourcis à explorer là-dedans. Et donc, que vous cherchiez par le mot tête de lecture ou par le mot locator, beaucoup de choses sont proposées. Certaines ont déjà un raccourci clavier. Alors, il y en a certains qui sont super compliqués, hein, donc bon courage pour les retenir. Par contre, vous voyez que par exemple, placer le locator gauche sur la tête de lecture, il n'y a pas d'affectation de ce raccourci clavier-là, et pourtant il existe, hein. Donc gardez toujours à l'esprit pour les plus techniciens d'entre vous qu'il y a énormément de raccourcis clavier dans Logic Pro 10 et que en général, vous allez pouvoir trouver la fonction qui vous manque et l'affecter sous la forme d'un raccourci clavier. Alors, est-ce que la partition est exportable dans Final? Alors, la réponse est simple. Oui, elle est exportable dans Final. Le seul truc, c'est que euh, la partition dans Final, si vous voulez, ça va être sous la forme d'un MIDI file, hein. Donc, ne vous attendez pas à des miracles. En général, un export MIDI file réimporté dans Finale, je l'ai fait pendant de nombreuses années, ça donne pas forcément des résultats géniaux tout de suite. Donc je pense que si vous avez quelque chose à faire en termes de partition, bon, ça peut être un bon début, ça vous évite de tout ressaisir, mais attendez-vous quand même à avoir beaucoup de travail derrière, hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un petit récapitulatif des raccourcis, me demande-t-on. Alors oui, on va le faire, mais je vais finir de répondre aux questions d'abord, parce que j'ai un petit truc pour vous sur les raccourcis tout à l'heure quand j'aurai fini de répondre aux questions. Je regarde un petit peu, je les découvre, ça va vite. Il y a beaucoup de questions, donc c'est vrai que je les découvre, euh, je les découvre un petit peu en même temps qu'elles arrivent, et donc il faut que le temps de les lire pour que je puisse y répondre. Donc par rapport à la page d'arrangement et les déplacements, n'y aurait-il pas fallu évoquer l'influence de la résolution du magnétisme à l'accroche à la noire? Mais c'est une très bonne suggestion, mon cher Serge. Donc je vais revenir, effectivement, je vais faire une petite précision là-dessus. C'est vrai que dans Logic, quand vous êtes à ce niveau-là et que vous voulez déplacer une région, par défaut, Logic va vous appliquer un magnétisme intelligent, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire de bêtises, du genre bouger cette région-là et l'emmener par exemple sur la troisième triple croche de la mesure. C'est horrible de faire ça. Donc là, vous voyez, quand je vais bouger, automatiquement, je ne vais pas pouvoir bouger de moins qu'une mesure. Là, je suis à la mesure 2, hein, la bulle d'aide disparaît au bout d'un moment, mais vous voyez, à la mesure 2, et j'ai déplacé donc de une mesure vers l'arrière. Quand vous allez zoomer, hein, donc je rappelle que quand je veux zoomer sur dans ce genre de situation, je vais le faire avec le raccourci commande et flèche, hein, c'est le petit PDF dont je faisais allusion tout à l'heure, auquel je faisais allusion tout à l'heure que vous aurez, il récapitulera ça. Donc si je fais commande et flèche, effectivement, je vais pouvoir déplacer ma région de manière un petit peu plus fine. Vous voyez qu'ici, eh bien, je suis sur le deuxième temps de la mesure 1, donc j'ai bien bougé de un temps et un temps. Et donc plus je vais zoomer, et plus je vais pouvoir déplacer finement les choses. Alors le truc, c'est que si on veut être sûr de ne pas faire de bêtises, même quand on est zoomé comme ça, bah, on a un menu ici qui s'appelle le menu du magnétisme. Et vous voyez qu'ici, j'ai le magnétisme qui est intelligent. Il est intelligent, ça veut dire qu'il dépend de mon niveau de zoom. Si je veux avoir un magnétisme qui soit moins intelligent, hein, qui fonctionne toujours de la même manière, quel que soit mon niveau de zoom, par exemple, si je veux être sûr de jamais déplacer les mesures, les régions, je veux dire, de moins de une mesure, bah, je vais activer par exemple l'option magnétisme sur la mesure, vous voyez, j'y suis là, et donc quand je vais bouger une mesure, une région ici, bah, quand je vais la déplacer, vous voyez, j'ai beau glisser, elle ne veut pas du tout aller ailleurs que sur les barres de mesure. Voilà, donc ça c'est le magnétisme moins intelligent, et c'est vrai que ça peut être super utile quand on fait des copies, dont la chose que je vous ai montré tout à l'heure, où on fait des copies sur des choses qui font moins de une, c'est intéressant de se mettre
sur ce magnétisme par mesure. Je vais l'illustrer tout de suite si c'est pas extrêmement clair, parce que je comprends que ça puisse être éventuellement un petit peu difficile à comprendre. Alors donc là ici, je vais mettre mon zoom automatique de piste, de façon à pouvoir bouger ma région un petit peu comme je veux. Et là, alors je ne vais pas prendre cette région-là parce que, voilà, je vais prendre une région différente ici, dont je vais enlever la boucle, et je vais réduire cette région-là. Alors attention, parce que là, vous voyez que mon magnétisme, comme il est en mesure, bah, il m'empêche de réduire la taille de ma région. Je fais un petit zoom autour de ces régions avec le raccourci CTRL-ALT que vous aurez dans le PDF de tout à l'heure. Et par exemple, je vais dire, voilà, ma région de kick, elle ne fait plus une mesure, mais elle fait 2 mesures. Et je veux la copier avec mon raccourci commande R de tout à l'heure. Bah, effectivement, si je fais mon commande R avec le zoom intelligent, avec le magnétisme intelligent, hein, je vais le copier 4 fois. Voilà ce que ça donne. Mon kick se décale et au lieu d'être sur les premiers temps, bah, il se colle bout à bout. Donc, dans ce cas-là, une des applications du magnétisme par mesure, ça sera que quand je vais forcer les régions, normalement, à se mettre directement sur la mesure. Bah, en fait, vous voyez que ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que c'est moi qui ai fait une fausse manip? Vous voyez que même moi, je peux en faire. Mais normalement, ça veut dire que, voilà, vous voyez, je ne peux pas faire de glisser ailleurs que sur la mesure. Mais en l'occurrence, ça ne remplace pas le fonctionnement que j'ai montré tout à l'heure avec les dossiers. Voilà, donc le magnétisme, bah, effectivement, on peut avoir bah, des résolutions très très fines, hein, telles que échantillons. Bah, si vous travaillez à l'image, ça peut être sympa de pouvoir déplacer les régions à l'échantillon près ou à l'image près, ou au quart d'image pour ceux qui font de la musique de film. Mais moi, je vous conseille plutôt, si vous devez déplacer des régions pour ceux qui font de la musique de film et qui seraient présents ici, je vous conseille plutôt d'utiliser quelque chose qui se trouve ici dans votre barre d'outils, et donc ici de choisir dans ce petit bouton de déplacer, vous voyez, en choisissant cette valeur par image. Et donc là, vous allez pouvoir, avec les petites flèches, déplacer vos régions image par image, ou selon la valeur que vous voulez choisir, bah, une mesure plus loin par exemple. Hein, donc ce petit bouton-là, dans la barre d'outils, est vraiment utile. Il existe bien entendu des raccourcis clavier qui font exactement la même chose, mais si vous n'avez pas envie de les chercher ou pas le temps, bah, ce bouton-là, il est là pour ça, et à mon avis, il est vraiment très utile. Les gens qui utilisent Pro Tools sont familiers de ce genre de choses. Logic peut le faire également. Alors, je continue. J'ai une question dans laquelle on me dit, à part un clavier USB et Logic, d'autres matériels sont-ils nécessaires pour une qualité de son, je suppose, hein, pour la composition? Alors là, effectivement, avec Logic, vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, j'ai des choses que j'ai fait en définitif, que j'ai uniquement fait dans Logic. Alors, évidemment, j'ai des banques de sons que j'ai achetées, donc j'ai pas tout fait. Ce serait mentir que de dire ça. Eh bien, on peut tout à fait s'en passer, mais avec des banques de sons externes, on a forcément de meilleurs résultats. Mais on peut tout à fait faire évidemment des choses tout à fait définitives avec Logic, hein. Je vous rappelle que vous avez à peu près 70 plugins déjà intégrés, virtuels, avec une librairie d'instruments virtuels déjà tout prêts à l'emploi qui est au-delà de 3000, sans compter les Apple Loops qui sont 21 000. Donc oui, bien sûr, vous avez pas besoin d'autre chose qu'un clavier USB et d'une paire d'enceintes, hein, parce que bon, mixer au casque, c'est pas forcément terrible, et une petite carte son, mais au pire, vous pouvez vous en passer quand vous démarrez. Donc, si vous êtes songwriter et que vous faites des chansons et que vous faites des maquettes, vous pouvez faire de très très bonnes maquettes. Moi, j'ai composé la musique de gros événements entièrement dans Logic, à l'intérieur de la boîte et sans aucun matériel externe. Et personne n'a fait aucune réflexion sur la qualité du résultat. Alors, j'ai une question sur le XML dans Logic. Alors, le XML, c'est François qui pose cette question-là. Le XML, c'est un format qui permet d'exporter les données d'une session pour la rendre compatible avec d'autres choses. Et là, notamment, on me pose la question par rapport à Final Cut. Alors oui, vous pouvez exporter une session Logic complète
en XML. Alors attention, parce que le XML ne prend pas le MIDI, donc évidemment, il faudra bien entendu que vous transformiez toute votre session en session comportant uniquement des fichiers audio. Hein, donc pour cela, vous avez quelque chose qui est extrêmement bien dans le menu fichier et qui est de bounce et remplacer toutes les pistes. Là, ça va vous dire que votre session va être transformée en une session audio only. Vous n'aurez plus aucun instrument MIDI et ça vous aura créé des pistes audio à la place. Hein. Donc en général, moi, ce que je conseille, là, c'est peut-être une manipulation un peu avancée pour certains, mais bon, le public étant large, autant montrer les choses. Vous allez commencer par créer une nouvelle alternative. Hein. Donc là, une alternative dans Logic Pro 10, c'est une nouvelle version de votre projet, mais vous ne touchez pas à l'original. Donc là, par exemple, vous allez l'appeler Audio Only. Voilà. Vous voyez qu'ici, maintenant, dans ma barre de titre, c'est bien marqué Audio Only. Et là, bah, je pourrais donc à ce moment-là faire remplacer toutes les pistes pour créer une session avec que des pistes audio. À partir de ce moment-là, je serai prêt à aller dans le menu Fichier, Exporter, et exporter le projet vers Final Cut Pro XML. Alors attention, le XML, c'est quand même un projet qui est un format de projet, je veux dire, qui est très spécifique à Final Cut. Ça ne marchera pas dans Media Composer, ce genre de choses-là. Donc si vous voulez, par exemple, passer dans Pro Tools ou dans Media Composer, vous pourrez exporter ça en format de fichier AAF, qui est un format de fichier universel qui permet de préserver les positions des régions dans l'arrangement et également les niveaux de votre table de mixage ainsi que les positions dans la stéréo des panoramiques. Alors, la prochaine question. Pourriez-vous montrer l'application d'un sidechain sur une voix et un instrument? Waouh! Alors, Anthony, oui, je peux le montrer, mais là, ça va vraiment être trop long. Donc là, dans le formulaire d'évaluation à la fin, eh ben, typiquement, voilà le genre de choses que vous pourriez demander. C'est une bonne raison de remplir le formulaire. Vous aurez l'occasion de le dire. Bon, toutes vos questions, je les aurai à la fin du webinaire sous forme d'un fichier texte. Bon, en l'occurrence, là, je vous conseille quand même de faire une petite note en plus, parce que le sidechain, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Il y a le vocoder aussi, etc. Alors, je réponds à Sabine par rapport à sa question de tout à l'heure sur, à part le clavier USB et Logic, de quoi a-t-on besoin pour composer? Si vous ne faites que de la composition instrumentale, vous pouvez vous passer d'une carte son. Avec un Mac, vous avez une sortie casque. Bon, ça peut vous suffire. Évidemment, si vous avez envie de chanter ou d'enregistrer une guitare acoustique, il vous faudra une carte son. Des cartes son vraiment économiques, il y en a plein maintenant. Hein, à partir de 100 euros, vous avez des cartes vraiment pas mal du tout. Là-dessus, vous pouvez tout à fait vous adresser à votre magasin habituel. On a une tendresse particulière pour Universon, dont nous partageons l'immeuble, notre centre de formation à Pax Design. Ils sont de très bons conseils, adressez-vous à eux. Mais effectivement, si vous voulez brancher un micro ou un instrument dans un Mac, il vous faut une carte son avec une entrée micro, une entrée instrument, une entrée ligne. Donc ça, effectivement, ça c'est absolument indispensable. Alors, comment sauter du marqueur 15 au marqueur 10, me demande-t-on ici. Alors, si vous voulez sauter pendant la lecture, évidemment, vous allez pouvoir le faire, mais ça n'a peut-être pas énormément d'intérêt. Par contre, si vous voulez y sauter directement parce que vous n'avez pas envie d'attendre et de naviguer séquentiellement, eh ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous faites Alt, la touche Alt, et vous cliquez sur n'importe quel marqueur. Vous voyez que là, quand je clique sur un marqueur, là j'ai la touche Alt enfoncée. Hein, vous ne la voyez pas parce que j'ai oublié d'enclencher mon outil à raccourci clavier. Mais voilà, la touche Alt en cliquant sur un marqueur vous permet d'aller directement à ce marqueur. Et c'est un outil vraiment important à connaître également. Alors, ah oui, on me rappelle de revenir à l'explication de la sous-fenêtre. Voilà. Donc la sous-fenêtre, hein, c'est ce qu'on a vu tout au début. Là, on a typiquement un drum stack ici. Donc quand je vais aller dans drum stack, là, je vais déployer mon drum stack. Donc les stack tracks, c'est une nouvelle fonction de Logic qui nous permet finalement de regrouper plusieurs pistes à l'intérieur d'une espèce de dossier, mais
qu'il y ait un dossier dynamique que je peux ouvrir et fermer. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était de prendre un certain nombre de pistes de cette manière-là. Alors d'abord, en ayant sélectionné le bon en-tête de piste d'abord, et puis de les grouper à l'intérieur d'un dossier. Donc je suis allé dans le menu fonction, je suis allé dans dossier, et j'ai fait compacter un dossier. Voilà, donc là, je me retrouve avec mon dossier. Donc là, vous voyez que je suis dans ma fenêtre d'arrangement normale, et donc à l'intérieur, je vois que j'ai des régions. Donc là, vraiment, on est dans ce type de pistes qui sont les dossiers, qui peut ressembler au Stack Tracks, tout ça de Logic Pro 10, dont j'ai parlé dans le précédent webinaire, mais ça n'est pas la même chose. Là, vous voyez que j'ai du silence à la fin, et ce qui me permet de éventuellement boucler ce dossier, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, en préservant du silence à la fin, ou éventuellement de faire une opération de copie de région comme je l'ai montré. Bon, là, j'en reviens au dossier lui-même. Quand je double-clique dans le dossier, je rentre dans une sous-fenêtre d'arrangement dans laquelle, effectivement, je m'aperçois que j'ai toutes mes régions. Donc, si je veux éditer à l'intérieur de ces éléments, je peux aller tout simplement ici et le refaire. Attention, mes éléments, certains sont verrouillés, vous voyez, donc je ne peux pas les modifier. C'est la raison pour laquelle, quand je fais certaines choses, ça ne fonctionne pas sur le kick. Vous voyez ici, par exemple, tout à fait rétrécir ça. Et quand je vais vouloir ressortir de ce dossier pour retourner dans mon arrangement global, à l'intérieur duquel se trouve ce petit dossier qui contient des régions, je vais soit aller cliquer sur la flèche qui se trouve là-haut, conserver le dossier, là, je vais remonter là, hop, vous voyez, maintenant je me retrouve dans mon arrangement normal, et l'autre méthode, donc je retourne à l'intérieur de mon dossier, c'est tout simplement de double-cliquer dans le fond de l'arrangement du sous-dossier, ça me permet de remonter au niveau supérieur. Voilà, donc, la question par rapport à ces sous-dossiers. Alors, on me pose une question au sujet de filtres qui supprimerait le souffle à la fin d'un enregistrement. Ouais, alors ça, c'est un vaste débat. Vous savez, en général, le souffle des micros après l'enregistrement, c'est probablement qu'il y a du souffle sur votre système, et ça, bon, effectivement, on peut mettre un noise gate. Noise gate, c'est un élément assez utilisé. Je pense que la meilleure chose que vous ayez à faire, si vous avez vraiment beaucoup de souffle, entre les phrases d'un chanteur, par exemple, vous allez utiliser une fonction qui s'appelle le strip silence dans Logic et qui vous permet d'éliminer les parties dans lesquelles il n'y a pas de signal. Donc ça, je sais pas quelque chose que je vais montrer maintenant parce que ça se prépare. Donc vous pouvez tout à fait poser la question dans le formulaire d'évaluation comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc vous voyez ici, ça c'est mon flex pitch, le flex pitch dans lequel effectivement je vais pouvoir modifier la hauteur de note, changer les formants ou modifier le vibrato. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Alors je vais remontrer mon pitch corrector puisque apparemment il y a des gens qui n'ont pas bien vu. Donc le pitch correction qui se trouve dans le menu pitch correction ici. Et donc mon clavier, le clavier de quantification. Donc ici, évidemment, je clique sur les notes que je veux corriger. Les notes qui ne sont pas actives, ça veut dire qu'elles n'existeront pas à la sortie. Donc quel que soit le fichier audio qui rentre dedans, par exemple, si j'enlève toutes les notes sauf le Fa, on n'entendra que des Fa à la sortie. Donc ça fera un petit effet un petit peu de vocoder. Désolé pour la fausse manipulation, je pense qu'il y a dû avoir un petit problème au niveau de mon système. Donc voilà. Ok, donc je pense qu'on va arriver un petit peu à la fin de cette question-réponse. Ça fait 1h30 qu'on est là, donc c'est pas mal. Bon, je vais quand même vous donner quelques petites informations importantes maintenant. Bon, vous êtes des gens de la SACEM. Il y a deux types de sociétaires à la SACEM. Ceux qui font des droits suffisamment pour avoir de la formation et ceux qui n'en ont pas assez et qui font malgré tout partie de SACEM+. Donc vous savez que le partenariat de mon centre de formation qui est Apax Design et dans lequel on fait des formations Logic Pro, c'est justement le fait d'offrir aux gens qui n'ont pas de financement par la FDAS une réduction de 25% sur les formations. Donc si vous comptez faire une formation et que c'est vous qui payez votre formation, vous aurez
25% de réduction sur cette formation-là. Alors, au passage, je vous indique qu'à la FDAS, on a une formation qui va être dédiée aux auteurs. Hein, donc, c'est vraiment une formation qui est faite pour les compositeurs, songwriters, qui n'est pas du tout pour les ingénieurs du son, etc. Donc, c'est vraiment une formation qui est très spécifique, puisque elle est vraiment accessible à des gens qui ont de petites notions de PAO, mais elle permet quand même d'aller très loin jusqu'au fait de mixer et de produire de très bonnes euh, démos avec un bon son, etc. Donc cette formation-là va être accessible par un financement AFDAS qui, je l'espère, va être conventionné. Donc je vais vous montrer le programme de cette formation-là, parce que je l'ai uploadé. Hein, donc il est ici, et vous allez pouvoir euh, le télécharger. Hein. Vous avez à droite de votre fenêtre une fenêtre fichier, et donc le premier fichier qui s'appelle Composé dans Logic Pro, si vous cliquez sur la ligne de ce petit fichier-là, vous avez un bouton télécharger le ou les fichiers en bas. Et donc, une fois que vous aurez sélectionné ce fichier-là, ou d'ailleurs tous les fichiers, vous pouvez tous les sélectionner en faisant majuscule, clic dessus, bah, vous appuyez sur le bouton télécharger, vous allez récupérer le PDF. Donc ça, c'est notre programme qui est dédié aux auteurs, et l'AFDAS va probablement le conventionner, en tout cas on l'espère, de façon à ce que pour ceux qui ont des droits AFDAS faisant suffisamment de droits SACEM, bah, l'attribution du siège dans la formation est automatique. La prochaine session, elle est en juillet. Donc c'est vraiment l'occasion de démarrer dans Logic Pro et d'être totalement opérationnel dans la composition après. Hein. Donc vous voyez, c'est assez détaillé. Le document va vraiment vous indiquer le détail de la formation de A à Z, point par point. Et ça, c'est le document qu'on a fourni à l'AFDAS pour le conventionnement. Donc si vous n'avez pas droit à du conventionnement AFDAS, et ben, éventuellement, évidemment, vous avez droit à la réduction de 25% due à SACEM+. Alors, autre chose que je veux partager avec vous, c'est ce petit PDF. C'est pareil, vous pouvez le télécharger dans la fenêtre de droite, hein, les raccourcis clavier. Alors évidemment, je ne vais pas vous mettre 200 pages de raccourcis clavier parce que c'est pas très utile. J'ai essayé de vous mettre quelque chose de vraiment synthétique. Alors, il faut savoir que même si vous n'en avez pas beaucoup, aujourd'hui, on a revu dans ce PDF-là tous les documents, tous les raccourcis clavier qui ont été vus dans la session d'aujourd'hui. Alors je dis ça, c'est important parce que avec la SACEM, on a un partenariat qui se renforce. Hein. À partir du mois de septembre, on aura une session par mois qui, sur un an, vous permettra, pour les gens qui sont loin ou les gens qui ne peuvent pas se payer une formation parce qu'ils n'ont pas les moyens ou pas de financement, eh bien, ça va permettre à ces gens, malgré tout, d'avoir un cursus, bon, certes, qui sera moins détaillé qu'une vraie formation en profondeur, mais qui permettra quand même d'avoir différentes connaissances très pratiques. Et donc, ça se fera sur 10 mois, de septembre à juin. Et tous les mois, il y aura une session comme celle d'aujourd'hui dans laquelle on verra vraiment des choses thématiquement. Là, aujourd'hui, on a un peu commencé, mais on prendra vraiment les choses de A jusqu'à Z. Et pour les gens qui sont vraiment pas trop expérimentés, c'est vraiment une très bonne façon d'apprendre au moins les bases. Hein, ça sera évidemment moins adapté à des gens qui sont extrêmement pointus déjà et qui veulent simplement s'améliorer. Dans ce cas-là, bah, il y a la formation pour ça. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Vous avez ensuite dans la partie droite de la fenêtre, vous voyez, vous avez adresse utile. Donc formation Logic Pro. Si vous cliquez dessus et que vous cliquez sur le bouton parcourir, ça va vous ouvrir une autre fenêtre dans laquelle vous arriverez sur notre site directement. Et en dessous, la demande de dossier formation, bah, elle vous permet directement, bah, pareil, d'atterrir sur une page dans laquelle vous pouvez faire une demande de formation. Vous n'allez pas quitter ce qu'on est en train de se dire actuellement. Si vous cliquez sur ces boutons-là, vous pouvez y aller. Ça ne va pas vous éjecter de la session. On va continuer à se parler un petit peu. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, la dernière chose que je vais vous dire, c'est que effectivement, si vous avez téléchargé les documents qu'on a mis à votre disposition, bah, ça vous permettra de les avoir un petit peu à portée de la main. Vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir à la fin de ce webinaire qui va être le formulaire d'évaluation. Alors c'est important pour nous vis-à-vis de la SACEM que la SACEM sache que bah, c'est intéressant pour vous, les sociétaires. Hein. Je suis un sociétaire comme vous. Donc si ce genre d'initiative vous intéresse, sachez que on va avoir des sessions sur Logic Pro, mais on en aura sur d'autres plateformes. On aura Pro Tools, on aura Live, et on aura également Sibelius pour les gens qui écrivent vraiment de la musique.
Donc, il y a également le formulaire de participation et de satisfaction vous donnera l'occasion de faire des suggestions sur des thèmes que vous voudriez voir abordés spécifiquement, hein. Donc ça, on en tient compte. C'est quelque chose de vraiment important pour nous. Et puis, ça nous donne l'occasion aussi de vous peut-être vous envoyer des nouvelles et des infos sur les prochaines sessions qu'on aura, même si la SACEM s'en occupe, bien entendu. Voilà, donc on est arrivé à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez pu télécharger les documents pour ceux que ça intéresse. Je vais vous remercier maintenant de votre participation et vous allez être donc redirigé sur le formulaire d'évaluation. Et si vous voulez avoir la gentillesse de le remplir, ce serait super. Sinon, vous recevrez de toute façon le lien de ce formulaire par email également avec un lien qui vous permettra de revoir ce webinaire sur la page de SACEM+, d'ici environ 24 heures. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous de votre participation et j'espère à très bientôt.